Chers auditeurs de Radio Inhingi, nous vous disons bonjour. Ce soir, nous allons parler une loi assez considérée par certaines personnes comme injuste. De fait, c'est une loi controversée, c'est une loi relative à la gestion des biens abandonnés. Par cette loi, des uns pensent que le pouvoir a l'intention de spolier de leurs biens les opposants politiques qui sont à l'extérieur. Mais le dernier mot aux analystes et aux juristes qui vont nous analyser cette loi. Innocent Biruka, bonjour. Bonjour, monsieur Moussa Vimana. Oui, maître Touadiramungu, bonjour. Bonjour, Gaspard. Oui, je vous rappelle que Innocent Touadiramungu est avocat, il est avocat au barreau de Bruxelles, et que Innocent Biruka est juriste, il est anciennement professeur de droit aux universités, et maintenant il est chercheur en matière de loi. Alors, donc, je parlais de la loi 39/2015 du 22 août 2015 relative à la gestion des biens abandonnés. Cette loi est controversée et des uns pensent, comme je l'ai dit dans l'introduction, que le pouvoir de Kigali a l'intention de spolier plutôt les biens des opposants qui sont à l'extérieur. Innocent Biruka, vous avez parcouru cette loi et vous l'avez analysée. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs? Merci, monsieur Moussa Vimana. C'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en août 2015 et qui est sortie dans le journal officiel de la République rwandaise le 16 octobre 2015. Donc, elle est en application au moment où nous parlons. Dès lors qu'elle est sortie au journal officiel de la République rwandaise. Et la dite loi donne un délai de 6 mois au sujet de droit rwandais qui se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur pour avoir fait valoir leur propriété sur les biens laissés au Rwanda. Personnellement, cette loi m'a interpellé parce qu'elle touche un sujet très sensible, à savoir la propriété. Et n'oublions pas que au terme de la guerre qui a été initiée par le Front patriotique rwandais en octobre 90 et le génocide qui en a été le résultat en avril 94, beaucoup de Rwandais qui existaient, qui étaient là sur le territoire, n'y sont plus, tout simplement. La plupart sont en exil, mais on estime qu'au moins 1 million de morts a eu lieu en 94. Il y a eu au moins 1 million de morts. Et même parler d'1 million de morts, c'est omettre des massacres qui ont continué à avoir lieu jusqu'à la fin de l'an 2000. Donc, beaucoup d'analystes estiment que sur l'ensemble du peuple rwandais qui était présent sur le territoire en 94, au moins un quart, sinon d'ailleurs un tiers de Rwandais ne sont plus sur le territoire. Certains sont morts, d'autres sont en exil. Alors donc, il y a eu une immense propriété qui a été laissée en déshérence après la disparition de toutes ces filles et fils du pays. Alors la question de la gestion de ces propriétés est une question sensible parce que on sait bien que la propriété de l'individu est une part entière de la personnalité. Et donc, si l'État a pris l'initiative, notamment en 2004, d'adopter une loi pour régir ses propriétés, et pour moi, c'est une bonne initiative. Et maintenant, donc, la loi existait depuis 2004, et maintenant, le législateur intervient encore en août 2015 pour adopter une nouvelle loi qui remplace en toutes ces dispositions et qui abroge en tous ces articles la loi de 2004. La première question que je me suis posée, c'est de savoir si la loi de 2004 n'a pas bien fonctionné.
Et si elle n'a pas bien fonctionné, si elle a posé problème, la première exigence de droit, c'était que l'Assemblée nationale explique dans une sorte d'exposé des motifs toutes les lois, notamment des lois entières et pas des textes des dispositions qui remplacent d'autres dans une loi antérieure. Quand l'Assemblée nationale adopte une nouvelle loi, en toutes ces dispositions, il se doit en tête de ce texte de mettre un exposé des motifs. La première chose qui m'a interpellé, c'est que cette nouvelle loi n'explique absolument pas pourquoi l'ancienne loi de 2004 est abrogée et n'explique pas l'esprit des nouvelles dispositions, parce que nous allons voir qu'il y a de nouvelles dispositions et qui traitent des questions essentielles. Et donc, il m'a fallu, pour comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle loi, donc cette loi d'août 2015, j'ai opté pour la technique de la comparer et de l'examiner parallèlement avec la loi qu'elle vient remplacer en toutes ses dispositions, à savoir la loi de 2004. Alors, mon objectif, c'était de faire ressortir les nouvelles dispositions, notamment des dispositions qui tiennent à régler des questions importantes qui viennent en fait remplacer le système de gestion des biens abandonnés. La première chose que j'ai constatée, c'est d'abord l'institutionnalisation d'un inventaire méticuleux des biens abandonnés. Et cet inventaire s'organise à partir de la base, c'est-à-dire la cellule, elle remonte, l'inventaire remonte aux autorités du secteur, et puis au niveau du district, et puis même au niveau de la région. Cela fait ressortir l'intention du pouvoir de contrôler et de ne passer à côté d'aucune propriété qui a été abandonnée après la guerre. À première vue, cette intention à avoir un œil sur la propriété abandonnée, cette intention, elle est louable parce que, effectivement, il faut que l'on soit sûr des propriétés qui sont entre les mains d'usurpateurs. Cependant, la pénalisation de toute rétention d'informations et surtout le caractère draconien des répressions sociales et pénales qui accompagnent cette loi montre une sorte d'intention de faire main basse sur la propriété laissée en déshérence par les Rwandaises et les Rwandais qui ne sont pas sur le territoire. Notamment, quand je vois le contenu de l'article 7 qui parle de la possibilité d'expulsion et même de poursuites judiciaires et de personnes qui occupent les propriétés qui ne sont pas les leurs, alors que la plupart de ces personnes ont au moins un papier qui leur a été délivré par le propriétaire premier qui est à l'étranger. Donc il y a une intention louable, à savoir la maîtrise, la connaissance exacte des propriétés abandonnées, mais le pouvoir a accompagné cette intention de connaître par il a accompagné de sanctions qui me paraissent en tout cas draconiennes. Le deuxième aspect qui me titille un tout petit peu, c'est à l'article 8 de la nouvelle loi où on dispose du mécanisme de la preuve pour établir la propriété. Ici, j'étais surpris de constater que la nouvelle loi recourt à des expressions qui ne sont pas du tout juridiques et qui laissent la porte ouverte à toute interprétation tendancieuse, ce qui pourrait donner lieu à de l'abus d'autorité de la part des administrateurs locaux et des membres des différentes commissions. En effet,
Cette loi parle de preuves originales. Les juristes ne connaissent pas ce terme de preuve originale s'agissant de la preuve écrite et maintenant de preuve authentique. On parle plutôt de preuve authentique. Et ici, la nouvelle loi parle de preuve irréfutable. Alors cela signifie que un maire de district, il peut dire non, la preuve là n'est pas originale ou la preuve là n'est pas irréfutable. C'est pas une terminologie respectable de la part des parlements qui se dit maîtriser les questions de droit qu'il a à trancher. Et l'autre disposition qui interpelle se retrouve à l'article 15. L'article 15 qui traite de la possibilité d'établir des procurations. La loi de 2004 avait en tout cas cette souplesse à l'effet que n'importe qui pouvait, sur base de documents établissant sa propriété, il pouvait établir un document qui donne tous les pouvoirs à quelqu'un qui se situe au Rwanda, et ces pouvoirs pouvaient aller de la du simple usufruit, de la simple gestion, pouvaient aller jusqu'à la location d'une maison, de la parcelle, et même jusqu'à la vente. Beaucoup de gens ont pu vendre leurs biens, même s'ils étaient à l'étranger, ils ont pu vendre leurs biens en passant uniquement par le service de tiers se trouvant au Rwanda par l'entremise d'une procuration. Alors maintenant, la nouvelle loi, elle institue une procédure draconienne, une procédure tellement difficile à réaliser pour les gens qui se trouvent à l'étranger. Je veux parler ici notamment de l'élite Hutu en exil. Parce que ici, on exige, le législateur rwandais maintenant exige que toute procuration pour les gens qui sont à l'étranger doit être établie par devers les officiers diplomatiques du Rwanda à l'étranger. Or, on sait que le droit des réfugiés interdit tout contact du réfugié avec les autorités diplomatiques de son pays. Quand vous êtes réfugié et que vous allez vous frapper à la porte de l'ambassade, la première chose, c'est que l'ambassade informe le pays d'accueil pour lui dire que tout va bien entre nous, et celui qui se prétendait réfugié maintenant, il rentre au bécaye parce que il vient à l'ambassade. Donc, cette loi est une sorte de piège pour la diaspora rwandaise, notamment l'élite Hutu, parce qu'on leur dit pour récupérer vos biens, vous devez vous en remettre aux mains de nos cadres diplomatiques à l'étranger. La deuxième possibilité, évidemment, pour ceux qui sont au Rwanda, c'est de passer par le service notarial. Donc, aller par devant un notaire. Là aussi, c'est une procédure inaccessible, assez inaccessible pour le commun le menu peuple, parce que tout ça, ça prend des documents souvent qui ont un poids juridique que le menu peuple n'a pas. Parce que nous, on est habitué à écrire, par exemple, une simple lettre à la main, mais qui fait foi, ou une lettre où tu dis tel champ, telle plantation, telle maison, elle m'appartient en vertu de tel ou tel acte de vente, ou en vertu de tel testament, il m'a été donné par mon père. Mais si on demande à un paysan de comparaître devant un notaire, ça va être très compliqué. Donc ici, M. Moussaïman a constaté avec moi que le fait de dire aux gens qui sont à l'étranger de passer par le service diplomatique, c'est une façon de fermer la porte à toute revendication de propriété au Rwanda. D'ailleurs, l'article 15 peut être directement mis en rapport avec l'article 20. L'article 20 qui donne un délai de 6 mois depuis l'entrée en vigueur de la présente loi. C'est-à-dire, si la présente loi est entrée en vigueur depuis le 16 octobre, les Rwandais qui sont à l'étranger ont jusqu'au 16 avril pour avoir fini
de donner à leur mandataire, de nouvelles procurations valides. C'est-à-dire, c'est une procédure, donc il faut faire une course contre la montre, le délai est excessivement court, et j'imagine que beaucoup de gens ne le savaient pas. On dit normalement que nul n'est censé ignorer la loi, mais ce journal officiel qui est sorti au Rwanda en 3 langues, en kinyarwanda, en français, en anglais, et puis le journal officiel est cher, il est même inaccessible au commun de la population. Il n'a pas été suffisamment diffusé pour qu'il soit bien connu par les concernés à l'intérieur du pays et pour qu'il soit également connu par ceux qui sont à l'étranger. Donc pour moi, tout est organisé pour que après les 6 mois maintenant, l'État constate maintenant la déshérence. Il va dire tous ces biens rentrent maintenant entre mes mains parce que la loi prévoit que tous les biens qui n'auront pas été réclamés, ils vont directement rentrer entre les mains du ministre de la Justice, qui pourra en disposer et les redistribuer à d'autres personnes moyennant paiement de la valeur de ces propriétés. C'est l'article 14 qui dit que une fois que le ministre de la Justice aura déterminé la valeur du bien en déshérence, donc du bien abandonné, et qu'il y aura un acquéreur qui paye l'ensemble du coût, et que directement le titre de propriété va devenir caduc, et il va y avoir une nouvelle réécriture du titre de propriété au profit de l'acquéreur, donc c'est-à-dire le Rwandais nanti ou l'étranger nanti, qui a payé la valeur du bien. Donc, ceux qui sont à l'étranger, c'est excessivement difficile. On n'a pas droit, si on est étranger, si on est à l'étranger, on est réfugié, on n'a pas droit de s'en remettre aux autorités diplomatiques. Sinon, on remet en cause son statut. Et il est difficile maintenant de trouver comment donner les pouvoirs à ceux qui sont au Rwanda, aux amis ou aux parents, aux neveux, aux nièces, etc., pour qu'ils puissent réclamer les biens et continuer à les gérer au profit de ceux qui sont à l'étranger. Je peux suspendre pour l'instant par là et puis on va continuer. Oui, merci Innocent Biruka pour cette analyse. Innocent Touagilamungu, est-ce que sur cette loi vous avez les faits? Est-ce que la loi est effectivement, comme nous sommes en train de le dire, on voit bien l'intention de spolier aux élites Hutus leurs biens? Merci Gaspard. Je félicite mon collègue Biruka pour l'exposé de la loi, des antécédents, notamment la loi qui est abrogée. Ça montre clairement qu'il y a un enjeu politique qui se cache derrière et qui est irréfutable. C'est qu'il y a une volonté d'accaparement du patrimoine des Rwandais. Il s'agit de la part du gouvernement FPR d'un vol pur et simple et planifié contre le peuple. Pourquoi l'administration est-elle obligée de spolier à ce point le peuple rwandais? C'est un fait, en tout cas, qui n'est pas facilement réfutable, qu'il y a des manœuvres pour vraiment paupériser les Rwandais, pour les soumettre. Le pouvoir est actuellement confronté à de graves problèmes de trésorerie et le Rwanda vit au-dessus de ses moyens depuis 1994. Les bailleurs de fonds qui ont envoyer beaucoup d'argent au Rwanda, en tout cas, ne sont plus enthousiastes comme avant face aux dérives dictatoriales du régime. Le pillage des matières premières du Congo ne se fait pas, en tout cas, comme auparavant. Donc, il y a un taxement qui est clair des ressources que le Rwanda, que la dictature, en tout cas, avait de la part de nos amis du Congo. Il y a une pression fiscale sur les gens. La pression est telle que les commerçants préfèrent fuir le Rwanda au lieu de travailler uniquement pour enrichir les gens, la clique au pouvoir. Alors, vous dites, est-ce qu'il y a une volonté, en tout cas, de nuire l'élite Hutu? Je dirais que oui, parce que cette stratégie permet, en tout cas, d'anéantir l'opposition,
non seulement Hutu, mais aussi Tutsi, parce que les biens de Tutsi aussi supposés de l'opposition ou bien qui sont dans l'opposition sont concernés par ces manœuvres du régime. Il est très clair dans son contexte que la loi analysée par mon collègue Biruka est conçue comme une nouvelle arme du régime qui espère en spoliant les vivants et les morts, parce que c'est ça le prétexte en parlant de... la loi est présentée notamment concernant les biens des gens qui sont morts, alors que c'est surtout les vivants qui sont concernés. Et en même temps, le régime, à travers cette loi, veut écraser définitivement l'élite Hutu et l'élite Tutsi qui ose dire non et qui souhaite un changement et qui est obligé aussi de fuir le pays. À travers cette loi également, il est très clair qu'une grande partie du patrimoine mobilier et immobilier au Rwanda est menacée et que à travers le patrimoine, ce sont les gens qui sont menacés. Alors, mon ami, en tout cas Biruka, parlait de cette volonté d'écraser les opposants qui sont à l'extérieur parce que la plupart disposent d'un statut de réfugié, ils ne savent pas contacter l'ambassade, et même ceux qui sont naturalisés, la plupart sont passés par cette voie et n'ont pas de contact avec l'ambassade. Donc clairement le Rwanda, les autorités savent que il sera très difficile pour les Rwandais qui sont à l'extérieur, dans un délai de 6 mois qui est accordé, de pouvoir trouver les papiers nécessaires, la procuration nécessaire au Rwanda. Et ce que je dois épingler, c'est que même depuis 2004, les gens qui étaient parvenus à avoir la procuration nécessaire et qui étaient reconnus par le Rwanda, ces gens sont menacés parce que la nouvelle loi dit qu'il faut une nouvelle procuration, ce qui est quand même une mise en cause de droits acquis qui est contraire à la pratique normalement en droit international. C'est bien acquis, donc ces droits acquis par les Rwandais qui sont reconnus par les autorités sont menacés. Donc on ne sait pas combien de familles seront concernées. On peut supposer qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui étaient parvenus depuis 2004 à avoir cette fameuse procuration et qui auront des difficultés en tout cas à régulariser la situation en cours sur la nouvelle loi dans le délai de 6 mois qui est assez court. C'est une stratégie politique qui continue. On sait très bien que depuis 1994, lorsque les gens du FPR sont en tout cas exercent le pouvoir, on a vu beaucoup de Rwandais qui étaient obligés de partager leurs champs, leurs biens, je dirais par la force, parce que beaucoup se sont vus, en tout cas, dépouillés de la moitié de leurs parcelles, sans procès, juste, mais avec une soumission telle que personne n'a osé lever le doigt pour dénoncer pourquoi ils devaient partager ces biens. À part ça, il y a la loi de 1999 qui, suite à la pression internationale, en tout cas, devait permettre aux Rwandais de retrouver les biens qui étaient squattés illégalement par les gens, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, après 5 ans de prise de pouvoir, les gens n'étaient pas parvenus à se payer un loyer et préféraient rester encore dans les maisons des gens qui n'étaient pas au Rwanda ou bien qui étaient au Rwanda et qui étaient obligés d'aller dormir dans les shittings, alors que à leur côté, les militaires et d'autres agents du pouvoir squattaient encore leur maison. Je vous dis à l'heure actuelle que malgré cette loi de 99, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas parvenues à récupérer leurs biens. C'est une stratégie de spoliation, de déshumanisation également des gens dans le but de les soumettre et en tout cas à jamais dans une sorte d'anéantissement total de la personne. Vous savez très bien, comme Monsieur Biruka l'a bien exposé,
que le patrimoine fait partie de la personnalité des gens. Si les gens sont menacés jusque-là dans ce qui est intrinsèque pour leur vie, c'est très clair que c'est une volonté manifeste de la part du pouvoir en tout cas de manque de considération de la population que le pouvoir est censé protéger. On peut se poser des questions pourquoi le FPR agit ainsi. Est-ce que ces gens ils considèrent que c'est leur pays ou bien ils considèrent que ce sont des étrangers, que le pays est sous occupation? Ce sont des questions légitimes parce que depuis que le FPR est au pouvoir, on voit toujours systématiquement ces agissements de spoliation de la population. Et je pense que jusqu'à présent, même après 21 ans de pouvoir, on est en face d'un pouvoir qui n'est pas sûr. Il y a beaucoup de méthodes. Cette arme nouvelle avec cette loi montre clairement cette stratégie. On voit aussi d'autres stratégies, notamment le fait de confier certains hauts postes stratégiques du pays à des gens qui n'ont aucune famille au Rwanda et qui sont carrément des Ougandais. On en a beaucoup. On a vu les fameux Jacques Nziza qui a torturé les Rwandais, qui a tué beaucoup de Rwandais dans le fameux service de renseignement des Maïs. Vous avez beaucoup de gens, beaucoup de militaires, au général Ibingila, beaucoup de gens comme le ministre de la Justice, Busingye. Ce sont vraiment des Ougandais pur sang et on ne sait même pas depuis quand ils ont été naturalisés rwandais parce qu'ils ne sont pas au courant. Nous n'avons aucun acte officiel qui renseigne les Rwandais de leur naturalisation. Mais les Rwandais se taisent, personne ne lève le doigt pour dénoncer cet état de choses. On voit que c'est une stratégie pour écarter pour les Rwandais, pour les soumettre, et cette loi se trouve dans cette stratégie. Je peux vous donner un exemple très concret, parce que c'est pas pour rien que la loi ait changé, parce que la loi de 2004, malgré tout, reconnaissait quand même, en tout cas, le fait de pouvoir jouir de tous les attributs de la propriété, donc le droit de jouir de son patrimoine, d'en user comme on veut et de pouvoir aussi en abuser si l'on veut vendre. Donc, comme M. Biroka l'a bien exposé, l'usus, le fructus et la busus. Mais la nouvelle loi va très loin parce que les gens sont privés vraiment de ce droit de pouvoir exercer sur leur bien le fait de pouvoir en jouir avec les loyers et pouvoir aussi vendre comme ils veulent. On voit très clairement que cette loi va très loin. Vous connaissez très bien le célèbre homme d'affaires Tutsi, M. Rujugira Tribert Ayabatwa, et qui est aussi parmi les grands financiers du Front patriotique rwandais, qui s'est battu, qui est un grand commerçant qui a vécu longtemps dans le pays voisin du Burundi, mais qui dispose également de grands commerces et des champs de tabac dans l'Afrique du Sud, et qui est un commerçant international et millionnaire, qui a financé le FPR, mais alors qu'il était le chef de la chambre de commerce du Rwanda, est entré en disgrâce avec le pouvoir et a été obligé de fuir. Mais ce grand commerçant, parce que l'État rwandais, le FPR, voulait s'accaparer de ses biens, notamment qui abrite la chambre du commerce à Kigali, et c'est les différents estates qu'il a fait construire aussi dans la ville de Kigali. Il a engagé un avocat pour le défendre. Donc c'est notre confrère Ndibouami Alain qui a reçu une procuration en bonne et due forme signée par son client, mais l'État rwandais a refusé, et ça s'est allé très loin jusqu'au moment où l'avocat même a été emprisonné et qu'il a été forcé, après certaines comparutions au tribunal, il a été forcé de renoncer à
à la défense de son client. Donc ça montre vraiment que le pouvoir, s'il veut nuire à un citoyen, n'importe qui, il peut aller très loin. Mais comme avec la loi de 2004, ce n'était pas très compliqué, comme la nouvelle loi en tout cas, d'avoir cette procuration, maintenant l'État rwandais met des conditions très dures pour empêcher certainement que les cas comme celui dont je viens de parler ne se produisent plus, parce que dans ce cas-là, il y avait même un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui avait signé la procuration, mais malgré tout, le parquet a tout fait pour décrédibiliser cette pièce qui était produite. Je peux vous donner également un autre cas d'une politicienne qui a été recrutée ici en Belgique, Madame Christine Nyatani, qui finalement a été bombardée, secrétaire d'État aux affaires sociales au Rwanda. Mais cette dame est issue d'une famille d'un ancien officier rwandais et sous la première et deuxième république qui avait des biens, notamment qui sont situés dans l'ancienne commune de Rubungo, tout près de l'endroit d'Imulindi. Et il se fait que beaucoup d'officiers avaient squatté leurs biens et cette dame, malgré la haute fonction qu'elle occupait comme tout de service entre guillemets, selon plusieurs observateurs, cette dame n'a pas pu récupérer bien et malgré aussi la loi de 1999 dont j'ai parlé au début, qui autorisait les gens à pouvoir récupérer leurs biens. Alors, cette dame, dans sa fonction de secrétaire d'État, a saisi la justice et on a un jugement du tribunal qui demandait carrément à ces militaires qui étaient dans leurs biens de déguerpir. Donc, ça choque beaucoup de Rwandais, en tout cas que ces militaires aient refusé de partir et qu'en conseil de gouvernement, en conseil des ministres, Madame Christine Nyatani a mis sur la table cette question, et que le gouvernement a été incapable par la force de faire partir ces gens, et que finalement, tout d'un coup, voilà, Madame a attrapé je ne sais pas quelle maladie, elle est morte, elle a eu droit aux funérailles nationales pour camoufler les soupçons selon certaines personnes qui pensent en tout cas qu'il aurait pu peut-être être empoisonné avec ces nouvelles méthodes du régime pour éliminer les gens. Et voilà. Ça montre clairement que cette question, cette problématique des biens, en tout cas dans l'esprit des autorités, n'a pas vraiment pour but de faire une gestion en beau-père de famille, ni dans l'esprit des autorités, ni dans l'esprit de certaines personnalités qui ne sont pas peut-être très haut placées, qu'on ne voit pas immédiatement, mais qui ont quand même des postes remarquables dans le pays et qui refusent qui veulent toujours rester dans les biens des gens et qui refusent de restituer les biens et on a beaucoup de cas par le passé, beaucoup de gens qui ont été éliminés tout simplement parce qu'ils ont osé lever le doigt et exiger de pouvoir rentrer dans leurs biens, que le pouvoir puisse restituer leurs biens. Donc beaucoup de Rwandais préfèrent ne rien dire et laisser la situation comme telle, en tout cas rester dans la misère alors que leurs biens sont là et que ce n'est pas n'importe qui en jouit, ce sont les hautes autorités, ce qui montre que ce n'est pas seulement l'appareil étatique, c'est aussi vraiment les individus, ils n'ont pas ce sont des gens sans scrupules. Les gens qui sont au pouvoir se comportent vraiment en véritables voyous, mais on peut comprendre aisément que
ceux qui étaient exercés de métier de bandits à Kampala ou au Kenya, ou bien d'hommes de la rue, qu'ils puissent se comporter ainsi envers une population qui sont censées normalement protéger et aider à prospérer. Ce n'est pas très étonnant, mais il faut que les Rwandais comprennent ces situations et parviennent à sensibiliser les gens qui sont encore puissants et qui ont un grand mot à dire face à cette dictature implacable qui terrorise les Rwandais. Oui, merci Maître Innocent. Biruka, est-ce que vous voyez quel conseil pouvez-vous donner aux personnes concernées, c'est-à-dire ces gens qui voient leur bien leur échapper? Est-ce qu'ils ont des moyens de se défendre? Ils ont des moyens de mettre fin à ce genre de spoliation qui est initié par le gouvernement rwandais? Merci beaucoup. Évidemment, c'est très très compliqué, Monsieur Moussa-Dimana, parce que j'imagine, et ça ressort de l'esprit de cette nouvelle loi, ça ressort clairement que ces concepteurs doivent avoir d'abord réfléchi sur les brèches qu'on pourrait emprunter, et notamment les Rwandais et les Rwandais qui sont à l'étranger, pour les boucher carrément, pour qu'on ne puisse pas avoir une marge de manœuvre pour récupérer ces biens. Et pour revenir juste à une seule disposition, nous n'en avons pas parlé, ni moi, ni Maître Twagiramungu. C'est l'article 10 alinéa 2 qui dit que tout Rwandais, tout propriétaire rwandais qui montrera des preuves irréfutables, ces propriétés lui seront retournées, lui seront restituées. Ça, c'est l'alinéa premier de l'article 10. Mais l'alinéa 2 dit ceci, que tous ceux qui sont poursuivis pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, leurs biens seront saisis, et n'importe quel Rwandais ou étranger qui manifeste un intérêt quelconque pour la saisie de ces biens, c'est-à-dire des biens de personnes poursuivies pour génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Donc toute personne ou association qui a un intérêt quelconque pour que ces biens soient saisis, toute personne-là pourra demander que les dits biens soient saisis. Et le ministre Busingye Johnston, justement, a annexé une liste de 279 personnes qu'il dit poursuivies pour génocide. Et sur cette liste, il y a des gens dont le nom n'a même pas été évoqué, que ce soit devant un tribunal interne, un tribunal ordinaire interne, que ce soit devant un tribunal gacaca quelconque, que ce soit devant un tribunal d'un pays tiers, ou que ce soit devant le tribunal pénal international pour le Rwanda d'Arusha. Donc, il y a des gens qui absolument n'ont rien à voir avec le drame rwandais, avec le processus meurtrier du Rwanda, qui se retrouvent sur cette liste. Moi, j'en connais plusieurs, je leur ai posé la question, et ils te disent qu'ils n'ont absolument été évoqués, leur nom n'a absolument été évoqué dans aucune procédure, que ce soit à l'intérieur du Rwanda ou à l'étranger. Et ils se retrouvent sur la fameuse liste établie par un fonctionnaire de l'État, à savoir M. Busingye Johnston. Alors donc, si un simple fonctionnaire de l'État, si haut placé soit-il, peut, sur une simple liste établie par ses soins, déclarer qui est génocidaire et qui doit être privé de ses biens, alors là, nous nous retrouvons à une époque que les Rwandais espéraient révolue. Parce que, normalement, ce sont les cours et tribunaux qui décident, en fin de compte, de la culpabilité des individus et qui, au terme du processus, décident de la saisie de leurs biens, et après avoir dressé un inventaire du préjudice qu'ils ont causé et décider du montant à payer au titre des dommages et intérêts. Alors maintenant, si les autorités rwandaises, le gouvernement, peut prendre un papier et dire
tel est poursuivi pour génocide, tel autre est poursuivi pour génocide. Et il se couvre en disant que les actes d'accusation ou les mandats d'arrêt ont été transmis à Interpol. Mais jusque-là, il n'y a pas encore poursuite. Et même s'il y avait poursuite, il devrait y avoir condamnation avant qu'on passe à saisir les biens de quelqu'un. Parce que priver quelqu'un de son patrimoine, même s'il est en instance judiciaire, c'est déjà lui priver les moyens de se défendre. Parce que s'il veut se défendre, il faudrait qu'il paye un avocat. Il paiera un avocat comment? Si on lui a privé de son patrimoine avant même qu'il y ait les poursuites judiciaires. Donc, je reviens maintenant à votre question, M. Moussa Dimana. Qu'est-ce que les Rwandais peuvent faire pour tenter de récupérer leurs biens, surtout les Rwandais qui sont à l'étranger? Et j'aimerais tout de suite dire ici que toute personne qui a fait 20 ans à l'étranger et qui sait ce qu'il a fui la mort, ce serait en tout cas dommage de comparaître devant l'ambassade parce qu'on a un champ ou une maison, parce que là, on renonce au statut de réfugié, à la protection internationale. Donc, c'est aussi une sorte de malédiction, le fait que le patrimoine d'un individu devient une sorte d'appât, on dirait une sorte de piège à souris, on va se faire attraper parce qu'on va récupérer son champ. Mais la chose que l'on peut faire, après avoir réfléchi, je pense que tous ceux qui sont concernés peuvent se rapprocher d'un avocat, vous rapprochez d'un avocat et lui présenter les preuves que l'on a de sa propriété, et l'avocat va lui-même s'adresser à l'ambassade en disant « j'ai mon client qui est ici et qui a sa famille ou qui a un ami au Rwanda et à qui il veut envoyer une procuration ». Et donc c'est l'avocat qui en tant qu'auxiliaire de justice, c'est l'avocat qui va s'adresser aux autorités diplomatiques pour leur demander, en lieu et place de son client, un Rwandais se trouve à l'étranger, il va dire à l'ambassade, il va dire, écoutez, j'ai mon client qui est ici en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, il est ici, il a son patrimoine au Rwanda, et il a quelqu'un sur place, et je veux une procuration, et je suis venu parce qu'il m'a envoyé, c'est mon client, et pour être sûr que la dite procuration sera écrite dans des termes juridiques qu'il faut. Donc, il faut passer absolument par le service d'un auxiliaire de justice, d'un avocat. C'est lui qui va entrer en pourparlers avec l'ambassade. Et maintenant, si les différentes autorités diplomatiques s'entêtent et persistent à refuser, là, nous aurons la preuve maintenant manifeste que cette loi a pour mobile politique de priver l'élite en exil, l'élite Hutu et Tutsi, de leur priver, de leur bien, parce qu'on sait que quelqu'un qui n'a plus de propriété, il ne peut plus poser aucune question, parce que déjà, il n'est plus un humain à part entière. Donc, là, on saura que cette loi est une sorte d'arme de destruction massive que l'État a trouvée pour taire définitivement toute vérité de demande démocratique, parce qu'on sait que c'est cette élite qui est en exil, d'abord, qui avait les biens au Rwanda, parce que ceux qui sont en exil et qui sont parvenus à se maintenir en vie, la plupart, c'est des gens qui avaient une certaine situation au Rwanda, qui avaient fait une petite maison, une petite plantation, etc. Donc, et c'est ceux-là qui tentent de formuler la demande démocratique, parce qu'à l'intérieur du Rwanda, il n'est pas possible de faire porter sa voix, une voix discordante. Donc, au moment où le président Kagame vient de se faire tailler, en tout cas, des astuces pour rester au pouvoir ad vitam aeternam, au même moment, on trouve une parade juridique à travers cette loi pour taire définitivement toute vérité de position de l'étranger et pour, en fait, obstruer toute intention d'entrer au Rwanda en privant les gens de leur propriété. Donc, rapprochez-vous des avocats, que les avocats posent la question aux autorités diplomatiques et consulaires du Rwanda.
Oui, merci Innocent, mais je voudrais poser une question à Maître Twagiramungu. Maître Twagiramungu, quand l'État fabrique des lois injustes, quand l'État fait voter des lois injustes, est-ce que l'État peut être attaqué? Merci Gaspard, hein. Bon, je vais répondre à votre question, mais très rapidement, j'aimerais d'abord revenir sur deux réunions importantes qu'a organisé le ministère de la Justice pour essayer d'expliquer cette loi nouvelle. C'est la réunion qui a été organisée par Madame Yankulige Odette en date du 3 et 4 décembre 2015. Mais aussi, je vais revenir à la réunion qui a été organisée par le ministre de la Justice lui-même, donc Monsieur Busingye Johnston. C'était en date du 20 mai. En date du 20 mai 2015. Donc, c'était en préparation, en fait, de la nouvelle loi. Alors, dans cette réunion, on a posé des questions au ministre, mais j'ai été très surpris par son empressement d'abord, avant toute question, à clarifier la situation en disant que la nouvelle loi qui sera votée, qui était en préparation et qui a été votée 3 mois plus tard, ne visait pas les Hutus, ne visait pas les gens suspectés de génocide, et que c'était principalement les biens des gens qui sont morts en 1994. Donc, on comprend très bien que c'est un pur mensonge parce que, au bout du compte, on voit que ce sont des gens qui avaient les biens, ce sont des gens qui avaient une bonne situation en 1994, qui sont à l'étranger, qui ont refusé de collaborer avec le FPR parce que beaucoup ont été approchés pour aller travailler pour le FPR et ont refusé. Et donc, on voit très clairement que c'était un mensonge et qu'il sentait évidemment que ça allait être découvert parce qu'on l'a vu dans la réunion organisée par sa collaboratrice, Madame Yankulige Odette, donc en date du 4 décembre 2015, comme je viens de le dire. C'était pour expliquer la loi qui venait d'être votée et entrée en vigueur. Cette dame a expliqué très clairement que depuis 2004, il y avait des commissions dans tous les districts du pays. Hein? Dans tous les districts du pays, comme M. Biroka l'a expliqué, dans toutes les cellules, l'entité la plus petite du Rwanda, il y avait des commissions pour procéder au recensement des biens soi-disant abandonnés, donc des biens dont les propriétaires n'étaient pas là. Et à ma grande surprise, Madame Odette a présenté le chiffre de 653 cas recensés. Et en analysant la lettre du ministre de la Justice du 19 mars 2015, comme M. Biroka vient de le dire, qu'il a adressé aux autorités et à laquelle il a annexé la liste de 279 personnes suspectées de génocide et qui sont à l'étranger et donc qui sont concernées par cette loi. Si je fais la différence, on voit très clairement que si on enlève cette liste, il reste presque le vide. On ne peut pas comprendre que pendant plus de 11 ans, dans tout le pays, on n'a pas recensé plus de 300 cas en dehors de ces gens qui sont clairement visés par les autorités. Donc c'est une supercherie qui est à jour et qui doit être dénoncée. C'est très clairement des gens qui n'ont pas été condamnés par la justice et qui doivent être spoliés tout simplement parce qu'ils ne collaborent pas avec les autorités rwandaises. Alors, je reviens à votre question. Est-ce que les gens, la population, quelles sont les armes à la disposition de la population contre les lois injustes? Bon, c'est une question pertinente parce que nous nous trouvons au Rwanda dans une tyrannie féroce
et que doit faire la population, une désobéissance civile, ou bien être courageux et chercher des avocats qui peuvent attaquer les lois injustes. Et vous savez très bien qu'au Rwanda, on a supprimé la Cour constitutionnelle, mais nous disposons de la Cour suprême qui a des compétences de constitutionnalité. Donc, on peut supposer très bien que il peut y avoir un Rwandais courageux ou une association, une ASBL ou une ONG qui peut interroger la Cour suprême sur la constitutionnalité de cette loi, vu qu'elle viole les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais je pense que ce n'est pas facile pour le moment, mais c'est possible que en suivant la procédure qui est prévue pour saisir la Cour suprême du Rwanda, c'est possible que les Rwandais puissent interroger la Cour suprême. C'est une voie à explorer, et on peut encourager ceux qui ont des moyens, les ONG, d'autres ASBL au Rwanda ou à l'étranger qui collaborent avec les ONG au Rwanda, ou même des partis politiques, pour éventuellement pouvoir porter cette question devant la Cour suprême qui peut se prononcer, et si on n'est pas satisfait, on peut aussi porter la question au niveau supérieur, à la Cour des droits de l'homme de la communauté de l'Afrique de l'Est, ou bien à la Cour africaine des droits de l'homme, ou même comme le Rwanda fait partie de la Commonwealth, on peut porter aussi la question au niveau des instances de la Commonwealth pour demander la condamnation du Rwanda pour ces droits fondamentaux qui sont reconnus dans beaucoup d'instruments internationaux. Oui, merci maître. Monsieur Biruka, est-ce que vous avez peut-être quelque chose, un mot de la fin? Mot de la fin, moi j'aimerais simplement souligner que chercher à continuer à presser, à museler, à écraser tout un peuple, pour moi, c'est une peine perdue. Le FPR occupe le terrain depuis 21 ans et il a habitué le Rwanda à vivre au-dessus de ses moyens. On a vu un Rwanda qui a des comptoirs de vente de matières premières qui ne produit pas. Un Rwanda dont le budget ordinaire vient à plus de 50% de l'étranger, et ce budget à plus de 50% est utilisé dans la militarisation. Tout ça, c'est un phénomène qui ne peut pas perdurer. Mais même si les tenants du pouvoir essayent d'adopter toute stratégie pour se maintenir au pouvoir, à un certain moment, le peuple aura le dernier mot. Et j'aimerais simplement dire à tous ceux qui sont concernés par cette loi de se rapprocher d'avocats qui peuvent les aider à formuler une demande claire auprès des autorités diplomatiques et consulaires pour que on voit si ces autorités vont se concerter pour refuser partout dans tous les pays. Et là, ce sera une preuve que le pouvoir lui a donné comme consigne de refuser aux Rwandais se trouvant à l'étranger toute possibilité de réintégrer leurs biens. Ce sera une preuve. Sinon, si certaines autorités diplomatiques ont le courage quand même d'accepter des demandes par l'entremise d'avocats, ce sera aussi une jurisprudence qui va encourager les autres également à procéder, et ne soyons pas défaitistes. Tout ça, c'est une fraude monumentale, c'est une farce monumentale qui cherche à maintenir le peuple rwandais sous la botte du dictateur, et comme c'est tellement, c'est trop injuste et c'est trop artificiel, ça va s'écrouler même de soi-même. Ne perdons pas espoir pour notre pays.
Bon, merci Innocent. Vous aviez quelque chose à ajouter, toi, Guillermo? Oui, j'ai un dernier mot. Je souhaite dénoncer le silence et la supercherie et surtout le fait que l'État rwandais agit actuellement en catimini. Parce que comme ça a été bien expliqué, cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 16 octobre 2015. Et on ne voit pas vraiment de campagne, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'étranger, à travers les ambassades et la fameuse diaspora qui est devenue un organe de renseignement et de délation. On ne voit rien vraiment pour expliquer aux Rwandais cette nouvelle loi, surtout parce qu'il y a un délai de 6 mois qui est prévu. C'est-à-dire que toute personne qui n'aura pas pu d'ici le 15 avril, qui n'aura pas pu avoir une nouvelle procuration, même pour les gens qui avaient des procurations et qui étaient reconnus par les autorités rwandaises. Ces gens-là doivent retrouver une nouvelle procuration selon la nouvelle loi. Donc, ça veut dire qu'à moins de 3 mois, beaucoup de gens seront anéantis complètement et ces biens reviendront à l'État. Donc, or, il y a un silence, un flou total. C'est pas n'importe tout le monde n'a pas la capacité de fouiller l'internet ou bien d'être chercheur comme notre ami Biruka. Moi-même, c'est malgré le métier que j'exerce, je suis dans le domaine du droit, mais je suis tombé sur cette nouvelle loi presque par accident. Et si on doit voir maintenant le citoyen qui est normal, ordinaire au Rwanda, qui cherche, qui va à ses occupations pour chercher à manger, que la radio n'en parle pas suffisamment, les médias n'en parlent pas, et qu'à l'étranger, l'ambassade ne dit rien, ne sensibilise pas, ce délai va expirer très prochainement et le but sera maximisé parce que ce sera vraiment un anéantissement total et une spoliation en bonne et due forme avec une loi qui n'a pas été portée à la connaissance des Rwandais, si ce n'est la simple sortie dans le journal officiel ne suffit pas, surtout dans les pays du tiers-monde comme le Rwanda, pour supposer que tout le monde connaît la loi, que personne n'est censé ignorer la loi. On sait que quand même il y a une certaine pédagogie qu'on attend normalement dans un pays qui fonctionne démocratiquement ou bien qui est soucié de son peuple, ce que nous déplorons dans ce cas actuellement, parce que l'État veut arriver à ce que les biens lui soient vraiment à donner presque en bonne et due forme, mais légalement, parce que les gens ils ne sont pas au courant de cette nouvelle loi et que ce délai va bientôt expirer. Je vous remercie. Bon, merci Maître Innocent Twagiramungu, merci au professeur Innocent Biruka. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Radio Inhingi et que vous étiez avec Moussa Vimana Gaspard dans les studios de la radio ici à Bruxelles. Je vous remercie.